Rebonjour tout le monde. On commence le quatrième et dernier bloc avant une entrevue qui va porter sur l'anxiété. Le quatrième bloc s'intitule « Les facteurs qui influencent un cancer du sein ». Je vous invite encore une fois à poser des questions à nos spécialistes. Ils se feront un plaisir d'y répondre tout à l'heure. Vous l'avez vu, ça stimule beaucoup la discussion. Alors, on va parler dans les 3 prochaines présentations du retour à la normalité après un cancer du sein, de la détection et de la gestion de symptômes. Mais d'abord, on va parler d'activité physique avec le docteur Paquito Bernard, professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un projet de recherche clinique qui est un mélange entre les besoins cliniques et puis les nouveautés et l'utilisation de nouvelles technologies en recherche. Ça regroupe une équipe de chercheurs et puis l'équipe de psycho-oncologues de l'hôpital Rosemont-Maisonneuve et de Santa Gabrini à l'est de l'île de Montréal. Donc c'est une étude où on développe une intervention d'activité physique à distance, donc en ligne, pour des femmes qui sont soit pendant le traitement ou qui ont terminé leur traitement de cancer du sein et qui vivent actuellement une détresse émotionnelle très importante. La détresse émotionnelle dans le contexte oncologique, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience émotionnelle qui est très désagréable, multidimensionnelle, de nature psychologique, cognitive, comportementale et aussi émotionnelle, mais qui peut toucher aussi les sphères spirituelles, sociales et surtout qui va interférer dans le quotidien des personnes qui sont aux prises avec une détresse émotionnelle. Donc, c'est la définition de la Société canadienne de psycho-oncologie. La détresse émotionnelle modérée à sévère chez les femmes avec un cancer du sein, ça touche 10 à 35% d'entre elles en fonction de leur avancée dans le traitement. Et les cas les plus sévères peuvent représenter jusqu'à 10% des femmes durant un traitement pendant un cancer du sein. Donc le projet que je vous présente aujourd'hui, il va cibler ces personnes, ces femmes qui sont aux prises avec un problème de détresse émotionnelle au quotidien, soit pendant leur traitement, soit après leur traitement. Quand on regarde un petit peu l'état de la littérature scientifique sur qu'est-ce qu'on peut proposer aux femmes qui sont actuellement touchées par un cancer du sein et qui vivent une expérience marquée de détresse émotionnelle, il y a des solutions notamment dans le champ des psychothérapies, mais aussi dans le champ de la psychopharmacologie. Mais aujourd'hui, il y a relativement peu d'études qui s'intéressent spécifiquement à ces personnes-là, c'est-à-dire des personnes qui vivent un cancer du sein et qui ont en même temps un niveau de détresse émotionnelle très élevé. Donc nous, dans notre projet, on se dit, OK, il y a des études qui testent certains antidépresseurs, il y a des études qui testent certains types de psychothérapie, et nous, ce qu'on veut, c'est tester l'effet de l'activité physique adaptée. Quand on regarde les recommandations du Collège américain de médecine du sport, il y a aujourd'hui, depuis on va dire au moins 15 ans, une quantité astronomique d'études qui examinent les effets de l'activité physique dans un contexte de traitement ou post-traitement pour les femmes aux prises avec un cancer du sein. Le message important à retenir aujourd'hui, tout d'abord, c'est que c'est sécuritaire de faire de l'activité physique pendant le traitement ou après le traitement, et c'est même plus que sécuritaire, c'est souhaitable. Pourquoi c'est souhaitable? Parce que c'est associé à une diminution du niveau de fatigue pendant le traitement ou post-traitement. C'est associé aussi à une meilleure qualité de vie physique et psychique, et c'est aussi associé à une meilleure condition physique. Donc on a un très haut niveau de preuves scientifiques qui nous montrent que faire de l'activité physique pendant et post-traitement est associé à de nombreux bénéfices, on va dire, plutôt liés au physique et plutôt liés à la fatigue et à la qualité de vie. Il y a quelques années, on s'est intéressé, on a posé la question en faisant une revue de la littérature systématique pour examiner les effets de l'activité physique sur la fatigue, mais aussi le niveau d'anxiété et de dépression pendant un traitement de cancer du sein. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est des analyses dose-réponse, exactement avec les mêmes méthodes que lorsqu'on teste les meilleures doses de médicaments pour diminuer un symptôme. C'est les mêmes approches méthodologiques pour examiner les meilleures doses d'activité physique pendant le traitement du cancer du sein. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les petites doses d'activité physique étaient associées à de meilleurs bénéfices au niveau de l'anxiété et de la dépression pendant le cancer du sein. Donc on n'a pas besoin de faire des gros volumes d'activité physique ni faire de l'activité physique à haute intensité pour avoir des bénéfices psychologiques. Et dans une deuxième méta-analyse, on s'est intéressé à comparer l'efficacité de l'exercice physique aérobie, donc plutôt de l'endurance, quand par exemple vous allez marcher ou vous allez courir ou faire du vélo, versus des activités plutôt liées au yoga, au tai chi,
ou des activités plutôt de renforcement musculaire. Vous pouvez le faire avec des haltères, vous pouvez le faire sans haltères. Et on s'est aperçu que globalement, il n'y avait pas nécessairement de grande différence d'efficacité entre ces 3 catégories d'activité physique. C'est très intéressant parce que ça veut dire que dans les recommandations qu'on peut faire pour les femmes avec un cancer du sein dans l'utilisation de l'activité physique, au final, elles peuvent un peu choisir l'activité physique, le type d'activité physique qu'elles souhaitent faire pendant ou après leur traitement. Autre bénéfice potentiel de l'activité physique et qui est très important dans le contexte du cancer du sein, c'est les potentiels bénéfices sur le sommeil, que ce soit sur la qualité du sommeil ou alors que ce soit sur la réduction des troubles du sommeil chez les femmes qui en vivent pendant ou après leur traitement. Donc on a récemment publié une revue de littérature là-dessus. Il y a aussi une étude qui a été réalisée au CHU de Québec il y a quelques années qui compare l'efficacité de la psychothérapie versus l'activité physique pour réduire l'intensité des troubles du sommeil dans un contexte de cancer du sein et qui montre qu'à moyen terme, les 2 traitements ont un niveau d'efficacité aussi important. Donc encore une fois, il y a un faisceau de preuves qui nous montre que l'activité physique pourrait avoir des bénéfices sur l'amélioration de la qualité du sommeil ou la réduction des troubles du sommeil pendant ou post-traitement cancer du sein. Et puis, si on fait un pas de côté, on sort juste pour cette diapo-là des enjeux liés à l'activité physique et au cancer du sein, mais plutôt les enjeux liés à l'activité physique et à la santé mentale. Si on regarde les dernières recommandations canadiennes pour le traitement de la dépression puis le traitement de l'anxiété, l'activité physique est recommandée avec le niveau de preuve scientifique le plus élevé disponible dans la littérature scientifique, que ça soit en monothérapie ou associé, par exemple, à des antidépresseurs. Donc, on a un très bon niveau de preuve de l'efficacité de l'activité physique sur la diminution des symptômes dépressifs et aussi la diminution des symptômes anxieux, que ce soit de l'activité physique plutôt d'endurance ou des activités physiques proches du yoga. Pour résumer, quand on regarde la littérature, c'est sécuritaire de faire de l'activité physique pendant ou après un traitement, c'est associé à des bénéfices physiques, on a une meilleure condition physique. C'est associé aussi à des bénéfices sur la santé mentale, réduction de la fatigue, potentielle amélioration de la sévérité de la dépression ou de l'anxiété. Et puis aussi, c'est associé soit à des effets préventifs sur les problèmes de sommeil ou à une amélioration de la qualité du sommeil. Donc nous, ici, ce qu'on veut, c'est prendre tout ce qui est disponible dans la littérature pour ensuite développer une intervention d'activité physique adaptée pour les personnes qui vivent de la détresse émotionnelle pendant leur traitement. L'enjeu, quand on développe un projet d'activité physique pour les femmes aux prises avec un cancer du sein, c'est l'adhésion au programme, c'est-à-dire le nombre de séances qu'elles vont réussir à réaliser. Vous le savez peut-être, le fait de subir des traitements, on l'a vu dans les précédentes présentations, peut influencer la dynamique des fatigues de jour en jour. Et c'est très compliqué de s'entraîner régulièrement, de faire l'activité physique régulièrement. Quand on regarde les études, c'est un peu plus de la moitié des séances dans les études d'activité physique en oncologie du sein qui sont réalisées. Quand on regarde les préférences d'activité physique chez les personnes interrogées avec un cancer du sein, c'est la marche qui revient le plus souvent. Les patientes veulent avoir une sensation d'autonomie, apprécient être encadrées par une personne formée à l'activité physique adaptée, veulent faire de l'activité physique avec des personnes qu'elles connaissent. Et puis, il y en a qui préfèrent plutôt faire l'activité physique de leur côté et il y en a qui préfèrent plutôt faire de l'activité physique supervisée par un professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une intervention d'activité physique adaptée pour essayer d'examiner les effets de l'activité physique sur l'anxiété, sur la dépression et aussi sur le sommeil pour des personnes qui vivent une détresse émotionnelle pendant leur traitement. Le devis qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un devis expérimental à cas unique, c'est-à-dire que toutes les participantes au projet de l'étude vont être exposées à l'intervention, elles sont leur propre contrôle. Si vous regardez la petite bande bleue en haut à gauche de la diapo, ce sont les 2 semaines du début de l'étude où pendant les 2 semaines, elles vont être incluses dans l'étude, mais on ne leur propose pas d'intervention. 2 semaines plus tard, on va débuter 3 mois d'intervention, puis après les 3 mois d'intervention, on arrête l'intervention et on reprend par 2 semaines de phase observationnelle. Pendant les phases observationnelles, les phases en bleu que vous avez sur la diapo, les participantes de l'étude vont porter une montre qui va mesurer objectivement leur activité physique et leur sommeil. Et chaque jour, en fin d'après-midi, elles vont recevoir une notification dans leur téléphone qui va leur permettre d'auto-rapporter leur niveau d'anxiété, leur niveau de dépression et puis aussi la qualité du sommeil de la nuit dernière.
Donc ça, c'est le devis global et général de l'étude qu'on va leur proposer. Et surtout, ici, sur cette diapo, c'est ici qu'il y a les informations au final les plus importantes. C'est tous les efforts qu'on a essayé de déployer pour adapter l'activité physique à chaque patiente. C'est-à-dire que chaque participante va recevoir un programme qui va être au maximum du maximum personnalisé sur ses préférences. Donc au début du projet, on va mesurer ses préférences à l'activité physique. On a aussi développé depuis plusieurs mois un programme de SMS motivationnel qu'on a pré-testé avec des patientes partenaires de l'hôpital Rosemont-Maisonneuve. Je les remercie, elles nous ont beaucoup aidé pour pré-tester ces messages textes motivationnels. Donc pendant toute l'intervention, les patientes vont recevoir des messages textes motivationnels liés à l'activité physique. On va aussi leur envoyer du matériel par la poste pour qu'elles puissent s'entraîner de chez elles. Les séances vont être au départ, pendant le premier mois, supervisées totalement par un kinésiologue formé sur Zoom. Et puis pour le deuxième et le troisième mois, une partie des séances pourra être réalisée en autonomie ou supervisée. C'est les participantes de l'étude qui vont choisir ce qu'elles souhaitent. Elles vont pouvoir aussi, à chaque séance, choisir la nature de l'activité physique qu'elles veulent faire. Est-ce qu'elles veulent faire plutôt de l'activité physique d'endurance, plutôt de l'activité physique de résistance ou plutôt du yoga ? Elles vont aussi choisir l'intensité à laquelle elles vont vouloir s'entraîner. Et puis, elles vont pouvoir aussi choisir, par exemple, la musique. Et à chaque séance aussi, elles vont pouvoir inviter une personne à venir s'entraîner avec elle. Cette personne va pouvoir venir s'entraîner sur Zoom. Donc si, par exemple, on a une participante qui a une cousine au Lac-Saint-Jean et qui veut s'entraîner avec sa cousine du Lac-Saint-Jean en ligne, ça sera possible. Mais elle pourra aussi inviter sa voisine à venir s'entraîner dans la même salle avec elle. Donc on a fait le maximum d'efforts pour pouvoir adapter, encore une fois, l'activité physique adaptée à la personne, à chaque séance, et pour que aussi, ensuite, à la suite de l'intervention, la participante puisse changer son comportement d'activité physique, c'est-à-dire devenir un peu plus active au quotidien. Globalement, si on essaye un petit peu de modéliser ici, je vous ai fait une sorte de schéma qui représente les résultats auxquels on s'attend, c'est-à-dire en ligne rouge, vous avez par exemple la sévérité des symptômes dépressifs. Donc plus c'est versant, plus la participante a un niveau élevé de sévérité des symptômes dépressifs qu'elle rapporte dans son téléphone chaque jour. Et puis ce qu'on espère, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée et du développement de l'intervention, la participante diminue son niveau moyen d'activité physique, son niveau moyen de symptômes dépressifs ou anxieux. Voilà, je vous remercie. Je voudrais remercier l'équipe des psycho-oncologues de l'hôpital Rosemont-Maisonneuve avec qui on a co-construit le projet. Et puis cette étude-là, elle va démarrer quasiment dans 15 jours à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai vraiment hâte de démarrer. Et puis je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Très bien, il y a des questions, il y en aura. On va faire une grande période de questions pour les 3 intervenants du panel tout à l'heure, mais je vous en pose une tout de suite. Puisqu'on est là. Hein? Claire demande s'il y a des sports qui sont interdits suite à un cancer du sein. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas de sports réellement qui sont interdits, à part peut-être le parachutisme et le saut à ski, mais c'est toute une question d'adaptation. Donc on peut réaliser l'activité physique qu'on souhaite, mais à une faible intensité, surtout y aller très progressivement, et puis toujours demander l'avis de son médecin de famille ou son oncologue au départ, simplement pour mettre des balises en termes d'intensité, de durée. Le conseil que je peux lui donner, c'est de choisir une activité physique dans laquelle elle va avoir du plaisir, et surtout de commencer doucement avec des séances courtes et à l'intensité qu'elle veut. C'est vraiment ça. Il n'y a pas réellement d'activités physiques qui vont être interdites. D'accord. Comme parachutisme, on saute du toit pour commencer. On commence par le toit, c'est exactement ça. Super, merci. L'équipe de Sylvie Lambert développe et implante au Québec un programme électronique qui permet aux patientes atteintes de cancer d'auto-rapporter les effets secondaires de leur traitement. Ça permet d'améliorer le processus de soins et de mieux gérer les effets secondaires. Alors, Dr Sylvie Lambert, professeur à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill, on vous écoute nous parler du projet E-Impact. Les diapositives sont... Ah, d'accord. Non! Drame. C'est arrivé tout à l'heure. Ça prend 5 secondes et c'est revenu. Donc, Merci. Nous avons entendu parler dans les présentations précédentes de plusieurs symptômes et enjeux que peuvent vivre les gens avec un cancer du sein.
Les profils de symptômes sont de plus en plus complexes. Les traitements, surtout les nouvelles thérapies, certains des symptômes ne sont pas bien déterminés. Le temps limité pour l'évaluation de ces symptômes-là, c'est très limité. On a 15 minutes, des fois 5 minutes avec notre oncologue. Des fois, le timing peut être imprévisible. Par exemple, en immunothérapie, où c'est que les symptômes peuvent apparaître plusieurs mois plus tard. La durée des symptômes aussi peut être prolongée. On sait aussi que peut-être est-ce que le symptôme vient du cancer et des traitements ou est-ce que c'est à cause d'une autre condition que j'ai. Et on sait aussi qu'il y a des facteurs plus patients qui peuvent influencer aussi comment que ces symptômes-là ne sont pas discutés durant les rencontres avec les oncologues. Des fois, on ne se sent pas confortable de parler de notre anxiété ou de notre dépression. Ce sont tous des défis qui, malheureusement, signifient que plusieurs symptômes ne sont pas suffisamment reconnus et traités lors des soins en oncologie. Sur les courbes que vous voyez en ce moment à l'écran, la courbe orange représente le nombre de patients qui reportent un symptôme et la courbe bleue, le nombre de patients qui ont ce symptôme-là, mais reportés par les cliniciens. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? 3 choses. Premièrement, la différence, la ligne orange est toujours au-dessus de la ligne bleue. Ça veut dire qu'il y a toujours un plus grand nombre de patients qui reportent ce symptôme que le nombre de cliniciens, que le nombre de patients qui sont reportés par les cliniciens. Deuxième constat, la différence entre la ligne orange et la ligne bleue est plus grande pour certains symptômes, tels que la fatigue. Et troisième constat, la ligne orange débute toujours avant la ligne bleue, ce qui veut dire que les patients rapportent eux-mêmes les symptômes plus tôt que les cliniciens. Ce que vous voyez sur la diapositive en ce moment, c'est les principaux symptômes signalés par les femmes avec un cancer du sein recevant une radiothérapie qui ne sont pas notés aux dossiers médicaux. Donc, on voit l'anxiété. Dans 87 % des fois que les femmes reportent une anxiété, ce n'est pas noté au dossier médical. La douleur, un peu moins. On voit aussi des symptômes de voie respiratoire et aussi la fatigue. On le sait qu'un profil inexact des symptômes peut entraîner plusieurs défis. Ça peut entraîner un arrêt volontaire des traitements ou une adhérence moindre. Il y a des considérations au niveau de la sécurité. Ça peut aussi avoir un effet considérablement négatif sur la qualité de vie des gens. Et on sait aussi que ça peut amener une utilisation plus accrue des services de santé, et même comme les visites à l'urgence. Est-ce qu'il y a une solution? La solution sur laquelle nous travaillons, c'est d'améliorer la détection des symptômes lors des rencontres avec les oncologues ou votre infirmière pivot, avec l'utilisation de questionnaires autorapportés. Alors, à l'écran, on a l'exemple d'un questionnaire autorapporté, l'un des plus utilisés au Québec, au Canada et même internationalement. Donc, c'est l'échelle d'Edmonton. Ça vous demande de 0 à 10, quel est le niveau de votre douleur, votre fatigue, par exemple. Il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'utiliser ce genre d'outils, ce questionnaire autorapporté dans les soins en oncologie courants peuvent faire une différence. Ça vaut vraiment la peine. On sait, par exemple, que ça peut améliorer l'identification des symptômes les plus préoccupants. Ça peut améliorer la communication et la satisfaction que le patient reporte par rapport à l'échange qu'il a avec son oncologue et son infirmière pivot. Et étant donné que ça l'identifie les préoccupations les plus urgentes pour les patients, ça aussi diminue le temps de consultation parce que la consultation est plus focusée sur cette problématique-là. On sait aussi que ça peut améliorer la gestion des symptômes, diminuer leur gravité et ensuite lié à une meilleure qualité de vie. Quelques études, moins, mais quelques études aussi démontrent que ça mène à une utilisation moindre des services de santé, tels que les retours à l'urgence, et que ça peut aussi amener à une augmentation du taux de survie. Alors, c'est pour ça que l'objectif du projet E-Impact est de déployer à grande échelle un programme électronique de détection et de gestion des symptômes tout au long du continuum pour les gens avec un cancer, également les proches aidants.
Impact n'est pas une plateforme électronique. On utilise la plateforme électronique qui est disponible au Centre de cancérologie. Nous, c'est vraiment le contenu et on trouve différents contenants. Alors, vous voyez ici sur la diapositive les composantes du programme e-Impact. Le tout débute lorsqu'on demande aux gens de remplir un questionnaire auto-rapporté, tel que vous l'avez vu sur la diapositive précédente, l'échelle d'Edmonton. Le questionnaire est complété à l'aide de l'application mobile, peut-être d'une tablette ou peut-être lorsqu'on est chez soi sur son ordinateur. Ça dépend vraiment du centre de cancérologie. Une fois que le questionnaire est complété, à même la plateforme électronique, un rapport est généré pour le clinicien et les symptômes sont catégorisés en temps léger, modéré ou sévère. S'il y a 2 symptômes modérés ou 1 symptôme sévère, il y a aussi une alerte clinique qui est déclenchée pour dire au clinicien qu'il faut vraiment regarder le rapport sommaire. Il y a également un rapport sommaire qui est généré pour le patient ou la patiente. Et également, on met à la disposition du patient une bibliothèque santé avec beaucoup de ressources d'autogestion pour vraiment les aider à prendre en charge la gestion de leurs symptômes. On le sait que si on a la bonne information au bon moment, surtout pour les symptômes légers et modérés, ça peut faire vraiment une grosse différence. Et on espère que le tout peut être déposé ensuite au dossier médical électronique, donc une documentation des préoccupations du patient ou de la patiente. Voici l'adresse de notre site Web si vous voulez accéder à nos ressources d'autogestion. Même si votre centre ne participe pas au projet e-Impact, sont disponibles gratuitement. Donc, on vient juste de terminer un projet pilote au CUSUM. Dans ce centre de cancérologie, on utilise l'application Opal. Nous avons complété notre projet pilote avec 29 patients avec un cancer qui recevaient un traitement de radiothérapie. La majorité étaient des femmes avec un cancer du sein. Donc, on est en radiothérapie. Le questionnaire est envoyé à chaque semaine lors du rendez-vous avec le radio-oncologue. Et entre ces moments-là, nous avons eu des entretiens avec les différents participants pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient du programme. Est-ce que ça les aidait? Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? En général, la satisfaction était très grande. Pourquoi? La raison principale est que tout était au bout de leurs doigts. Ils remplissaient les questionnaires, ils avaient accès à leurs réponses, ils avaient accès aux ressources d'autogestion. Tout était au bout de leurs doigts. L'utilité, c'était qu'ils se sentaient plus soutenus. Il y avait cette ligne de communication extra qui était créée avec l'équipe d'oncologie. C'est difficile des fois de rejoindre notre équipe pour leur dire qu'est-ce qui se passe, mais envoyer les résultats du questionnaire créait cette ligne de communication-là. Et ça réduisait l'anxiété par rapport à la prise en charge des symptômes. Des fois, on ne sait pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devrais communiquer avec mon équipe? Est-ce que si je vais sur l'Internet aller chercher l'information, est-ce que c'est correct que j'utilise cette information-là ou pas? Donc, il y a souvent une anxiété qui se crée par rapport à l'incertitude de savoir qu'est-ce que je fais lorsque j'ai ce symptôme-là. Mais le projet ou le programme contribue à une diminution de cette anxiété-là. Les ressources d'autogestion. Il n'y a jamais rien qui va remplacer une discussion avec votre oncologue ou avec l'infirmière pivot concernant un symptôme. Toutefois, si ce n'était pas possible, parce qu'on n'avait plus de temps durant la réunion ou la rencontre, les ressources d'autogestion étaient vraiment une pièce de résistance du programme. Ça aidait vraiment ceux qui ont participé à avoir de l'information qui était crédible, qui était complète. Ça leur permettait de générer un plan d'action pour gérer leurs symptômes. Et le rapport sommaire donnait vraiment aux patients le résumé de leur réponse. Et ça normalisait les symptômes. Donc, nous avons un programme centré sur le patient, mais nous sommes aussi en train de développer un programme similaire pour les proches aidants. Nous savons que les proches aidants sont essentiels pour apporter le soutien que les patients ont besoin. On sait que l'implication des proches aidants a un effet positif sur comment les patients s'adaptent à la maladie. Toutefois, les proches aidants n'ont souvent pas accès aux informations et aux services qu'ils ont besoin. Et ceci a vraiment un effet très négatif sur leur santé. Donc, avec e-Impact, on est en train de développer un programme de détection des symptômes des proches aidants, donc leur anxiété, leur dépression.
On leur a donné les questionnaires et on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Si vous complétez ce genre de questionnaire-là, en même temps que le patient, est-ce que ça vous aide dans votre rôle? L'acceptabilité était très grande. Souvent, les proches aidants nous disaient, c'est la première fois qu'on me demande comment que je vais. Mais si moi, je ne vais pas bien, c'est impossible d'être un proche aidant. Souvent, les proches aidants nous disaient, si vous êtes pour me demander mes symptômes, demandez-moi par rapport à mes symptômes émotionnels, l'anxiété, la dépression, l'isolement. Les proches aidants nous disaient, ça serait bien que mes résultats soient communiqués à l'équipe d'oncologie pour qu'ils sachent c'est quoi les symptômes que le patient a, c'est quoi mes symptômes et comment on peut nous aider. Pour certains centres de cancérologie, c'est possible. Pour d'autres, c'est à discuter. Concernant les soins de suivi, les proches aidants nous ont demandé de développer un guichet unique, un peu comme le patient. J'ai complété les questionnaires, j'ai accès à mes résultats. Maintenant, j'aimerais aller sur une plateforme où j'ai accès à toute l'information que j'ai besoin pour essayer de gérer mon symptôme. Donc, c'était le projet EMPAC. On a plusieurs prochaines étapes. On déploie progressivement ce programme-là à travers plusieurs centres de cancérologie au Québec. On essaie de déterminer le retour sur l'investissement. Ça demande quand même beaucoup de changements dans la pratique pour intégrer des questionnaires auto-rapportés, qui répond, quand, comment. Donc, c'est quoi le retour sur l'investissement des centres qui participent? On développe un module avec l'aide de la Fondation sur un module spécifique pour les femmes avec un cancer du sein. On continue de développer des collaborations avec d'autres plateformes. Comme je vous ai dit, Impact n'est pas une plateforme. On est vraiment du contenu pour aller dans un contenant. Et aussi, on continue d'essayer de développer un programme pour les proches aidants. J'ai beaucoup de collaborateurs que je dois remercier. Je ne serais pas ici sans eux. Donc, merci pour tous les centres participants et le leadership que vous avez sur ce projet. Et merci à la Fondation pour le support. Pour cette présentation, excusez-moi, je suis en train d'enlever mon masque. Voilà, me revoici. Alors, on avait une petite question pour vous. Comment ça marche, cette chose? Ah, sur le dessus, en haut à droite. Merci, camarade. Voilà, OK. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On a pour vous, quels sont les conseils que vous donneriez à une personne atteinte pour appréhender une nouvelle réalité? C'est une bonne question. N'est-ce pas, hein? Je crois que Karine va peut-être en parler lors de sa présentation, donc je ne voudrais pas totalement lui enlever ce moment. Donc, nous, Impact, c'est vraiment durant les traitements. Donc, l'après-traitement n'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je vais vraiment laisser Karine répondre à cette question. Bon, ben alors, c'est une passe sur la palette, comme on dit dans le domaine du hockey. Oui. Karine, donc, après votre présentation, peut-être que vous pourrez répondre à cette question-là. Je vous présente. Vous êtes infirmière, professeure adjointe au département des sciences infirmières, chercheure régulière au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, avec lequel vous avez une collaboration, Paquito, si j'ai bien compris. Vous allez nous exposer certains défis rencontrés lors de la fin des traitements et quelques stratégies pour redécouvrir sa nouvelle normalité. Ah, ben voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous cette belle après-midi ensoleillée. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la vie après un cancer? On a un récent rapport pan-canadien qui a été fait par le Partenariat canadien contre le cancer, qui incluait les données du Québec, qui présentait que l'après-cancer, c'était la pire période du continuum de soins pour environ près de 50 % des répondants. On sait également que plusieurs patients vivent des délais quant aux soins pour accompagner leur transition à une vie active. On sait que souvent, il y a un manque de continuité, de conseils et même de ressources qui a été documenté lorsqu'on interroge les personnes touchées. Puis également que le retour au travail peut être affecté par la pauvreté des soins et des services de santé après les traitements du cancer. Alors, c'est une période qui est quand même éprouvante, terminer ces traitements. Et mes travaux de recherche s'intéressent à cette période en particulier. Puis j'ai fait des travaux antérieurs avec des femmes touchées par un cancer du sein qui désiraient retourner travailler. Puis on a pu documenter de manière assez claire qu'il y avait vraiment des bris de service lors de la fin des traitements.
Puis, un fait qui était surprenant, c'était que je voyais vraiment les femmes touchées par un cancer du sein se mobiliser pour essayer de réintégrer une vie sociale active, même s'il n'y avait pas nécessairement accès aux professionnels de la santé de leur équipe de soins, puis également des services spécialisés. On voyait que les femmes étaient en mesure d'identifier des ressources, soit internes, c'est-à-dire leurs connaissances, des expériences antérieures, des habiletés, et même des ressources externes. Tu sais, elle allait quand même chercher des ressources physiques ou humaines et elle allait quand même voir s'il y avait des choses qui étaient disponibles pour elles dans leur région. Puis, ça amenait quand même une réflexion sur le fait qu'il y avait quand même plusieurs femmes qui étaient en mesure de prendre en charge puis d'utiliser leur expérience antérieure pour relever les défis, entre autres, du retour au travail. Alors, ceci, ça m'a apporté quand même une réflexion sur les soins et les services actuels qu'on offre aux personnes survivantes d'un cancer, sur quel accompagnement qu'on offre pour apprendre à vivre avec une maladie chronique, puis aussi comment les professionnels de la santé proposent cet accompagnement-là. Malheureusement, des fois, l'accompagnement pour les professionnels, c'est souvent un rôle de transmetteur d'informations. Des fois, la personne touchée par la maladie a un rôle passif. Alors, c'est le fameux pamphlet qu'on vous transmet. Et on a peu d'appui pédagogique pour comprendre comment se réalise cet apprentissage-là, d'être confronté à la vie après les traitements du cancer. Alors ici, c'est la partie ésotérique de ma présentation. Je vais vous parler de savoir expérientiel. C'est là-dessus que je m'intéresse particulièrement. Les savoirs expérientiels sont les connaissances de la personne qui sont issues d'un processus de transformation et d'expérience antérieure. Puis c'est un apprentissage qui résulte d'un cumul d'expériences vécues plutôt que la répétition isolée d'un certain savoir-faire, puis une réflexion à propos de ces expériences. Là, ici, je vous ai mis l'image d'une femme qui essaie de cogner un clou. Alors, j'ai un collègue, pour illustrer les savoirs expérientiels, mon collègue Nicolas Fernandez, qui explique toujours, c'est comme si on demande à quelqu'un, comment je fais pour clouer un clou? Alors, la personne, de manière intuitive, va dire, bien, je prends mon clou, tu prends le marteau, tu cognes dessus, mais fais attention de ne pas accrocher tes doigts. Un savoir expérientiel, c'est nos connaissances cachées. Lorsqu'on explique comment clouer un clou, on va-tu plus loin dans notre explication, c'est-à-dire, mais fais attention, quand tu vas clouer, il y a comme un effet là, de contrepoids vers l'arrière, et lorsque ton marteau va arriver près du clou, ça va aller rapidement, puis là, tu peux te cogner les doigts. Alors, c'est ça, un savoir expérientiel. C'est dur à capturer parce que c'est en dedans de nous, mais c'est difficilement exprimé par les gens. Quand on regarde le savoir expérientiel du point de vue d'une personne touchée par la maladie, on voit que les personnes développent leur propre stratégie pour gérer les conséquences de leur maladie de manière compétente, que les apprentissages des patients, quand l'autogestion, peuvent même relever l'autodidactie, c'est-à-dire être appris par eux-mêmes, puis être réalisés par l'expérience acquise lors de la situation d'autogestion concrète. Alors, ça fait un petit bout qu'après les traitements, vous êtes fatigué, mais là, vous avez développer vos propres stratégies, comme vous savez, le nombre de minutes que vous devez faire votre sieste, c'est quand la meilleure journée pour aller le faire. Ça, c'est votre savoir expérientiel avec la maladie. On sait aussi que les savoirs peuvent être même apparentés à un knowing in action, c'est-à-dire que vous savez quelles connaissances utiliser dans quel contexte. Puis ces savoirs peuvent même être dépendants du contexte d'utilisation, c'est-à-dire lorsque c'est le temps peut-être d'être gérer une fatigue qui est un peu trop intense ou prendre une décision. Pour explorer ce concept-là de savoir expérientiel, avec une équipe de recherche, on a fait un projet où on a voulu explorer, identifier puis prioriser les situations qui étaient propices à un apprentissage expérientiel après les traitements du cancer. On a réalisé des groupes de discussion puis également des entrevues individuelles. On a rencontré près de 27 survivants du cancer, dont 10 femmes qui étaient touchées par un cancer du sein, qui est à la moitié de notre échantillon. Puis on avait des gens d'âge très variés, des adolescents à des gens de plus de 60 ans. Qu'est-ce que nous apprenons de ce projet-là? C'est que d'emblée, tout le monde nous dit qu'ils ont fait l'apprentissage de vivre avec une maladie chronique. Puis la raison, c'est pour tous les âges, le fait d'être confronté à certains symptômes qui sont persistants fait en sorte qu'on réalise qu'on est face au fait de vivre avec une maladie pour une longue période de temps. Puis pour ceux qui sont plus jeunes, c'est-à-dire ceux en bas de 45 ans, ça c'est nos jeunes adultes dans la littérature, c'est aussi le fait d'accepter un suivi médical puis des traitements pour peut-être la vie entière. Entre autres, pour le cancer du sein, on parle souvent d'hormonothérapie qui est à prendre sur une longue période de temps. Et aussi de vivre avec des limitations physiques ou cognitives qui ne sont pas cohérentes avec son âge. Alors, dans la trentaine, c'est pas normal d'être fatigué, peut-être avoir des enjeux au niveau de la mémoire, parce qu'on est supposé être au meilleur de notre forme.
Lorsque vous regardez le tableau sur ma diapositive à gauche, vous voyez différentes tranches d'âge, puis dans la colonne complètement à gauche, des catégories de défis. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il y avait quand même 4 catégories de défis qu'on appelle psychosociaux, qui étaient quand même communs aux différents groupes d'âge. C'est-à-dire, selon les âges, le défi va se moduler de manière différente. Puis les défis se rapportaient beaucoup à chercher son identité, à être autonome, garder son indépendance, de vivre le fait que peut-être nos rôles sociaux sont perturbés. Également, de retourner à une vie, soit retourner travailler ou à l'école pour les plus jeunes. Qu'est-ce qu'on apprend aussi des travaux qu'on a réalisés, c'est qu'il y a des particularités à l'apprentissage expérientiel. Ça requiert un certain cumul d'expérience avec la maladie. Ça permet aussi de développer sa capacité d'interoception. Cette capacité-là, souvent, vous êtes rendu compte que vous connaissez bien les sensations de votre corps. Vous savez quand une douleur est normale, quand elle n'est pas normale, quand une fatigue est trop intense, quand elle est légère. Alors, vous avez votre propre capacité à bien reconnaître les symptômes de votre corps. Puis aussi, ça demande du temps, ces apprentissages-là, même des mois, des années pour se déployer. Puis, on a pu documenter un parcours d'apprentissage en 4 étapes que je vais vous présenter dès maintenant. On parle que lorsqu'on développe un apprentissage expérientiel, premièrement, on est confronté à un défi post-traitement. Ça peut être, par exemple, revenir à une vie normale qui est plus complexe, réaliser que vous avez peut-être besoin d'aide des autres. Puis, le fait d'être confronté à ce défi-là, à un moment donné, des fois, il y a un déclencheur. Il y a quelque chose qui vient accentuer le défi que vous vivez depuis un certain moment, comme des fois de se rendre compte qu'on n'a plus contact avec son équipe de soins, qu'il y a des effets secondaires qui sont persistants, comme vous vous sentez fatigué, mais vous voulez retourner à une vie normale. Alors ici, ça vient accentuer un peu le sentiment de défi ou même des commentaires de vos proches qui vous disent peut-être de passer à autre chose. Ensuite, il y a aussi la réflexion que ces défis-là nous amènent. Quelle est ma nouvelle identité, par exemple? Puis ensuite, le fait d'avoir vécu des défis qui sont accentués peut-être par des déclencheurs. Vous avez eu une réflexion, peut amener des apprentissages, comme par exemple à accepter son nouveau corps, son nouvel état de santé. On a pu documenter 3 parcours d'apprentissage expérientiel. Je vais vous les présenter aujourd'hui. Ce sont des vignettes fictives construites à partir de nos résultats de recherche. Et le premier que je vais vous présenter, c'est « Apprendre à demander de l'aide ». Alors ici, on a l'histoire de Kate, 55 ans, qui a terminé ses traitements pour le cancer. Elle vit seule, Kate travaille à son compte, elle est travailleur autonome. Les traitements, puis elle a vécu de la chirurgie, puis des douleurs, ça fait en sorte qu'elle a besoin vraiment de récupérer. Elle a beaucoup de douleurs, puis elle prend des narcotiques. Puis la douleur et la fatigue l'empêchent de prendre soin d'elle de manière optimale. Puis là, à ce moment-là, elle trouve qu'elle se sent incapable de faire même son ménage, de faire ses activités de la quotidienne et bien faire ses repas. Après quelques semaines, Kate a dû se résigner à demander de l'aide. Elle s'est rendue compte qu'elle n'est plus capable de faire les choses comme elle désirait. Puis à ce moment-là, elle était gênée d'avoir à demander d'aide aux autres parce qu'habituellement, c'est elle qui offre de l'aide à ses amis. Puis heureusement, bien, elle a pu demander de l'aide à quelques amis, puis elle s'est rendue compte que ses amis étaient là pour elle, puis ils voulaient également l'aider. Dans l'histoire, Kate a retourné son énergie avec l'aide de ses amis. Elle a pu réfléchir sur les conditions qui étaient favorables à son rétablissement. Elle a réalisé que ses amis étaient toujours là pour l'aider, puis que son sentiment de gêne s'était dissipé. Puis elle se rend compte que quand elle a besoin d'eux, eux sont là pour elle, puis ils sont très heureux de l'aider. Puis l'histoire nous dit aussi qu'au cours de la dernière année écoulée, Kate a pris de bonnes habitudes. Elle prend maintenant un taxi, par exemple, pour faire ses courses. Elle fait livrer son épicerie. Elle a engagé quelqu'un pour l'aider avec son ménage. Puis, elle a décidé que de se faciliter la vie pour faire face aux défis de l'après-cancer. Alors, c'est un premier exemple d'apprendre. Ensuite, le deuxième exemple, c'est apprendre à rebâtir des relations authentiques. Ici, on a l'histoire de Marilyn qui vient de terminer des traitements également pour un cancer. Elle est mère de famille de 2 jeunes enfants. Son conjoint qui l'a beaucoup aidée pendant les traitements. Mais là, à la fin de ses traitements, elle se sent un petit peu déphasée. Elle se regarde, elle trouve qu'elle a vieilli, puis elle ne se reconnaît pas physiquement. Puis également, elle se sent mal à l'aise, puis même déstabilisée. 6 mois se sont écoulés, puis elle sent que
la famille, il envoie des messages que peut-être c'est temps pour elle de retourner travailler. Ses proches ne comprennent pas qu'elles ne veulent pas retourner à une vie normale. Puis là, ici, Marilyn a l'impression que tout le monde veut qu'elle aille de l'avant, mais elle a l'impression là, que sa vie, elle a changé, puis elle ne sait pas comment passer à autre chose. Par la suite, 9 mois après, Marilyn se sent prête à retourner travailler. Elle retourne travailler, mais là, au travail, tout le monde est heureux de la revoir. Mais il oublie rapidement qu'elle était partie depuis 1 an en raison d'un cancer. Puis, il reflète toujours qu'elle a de l'air en pleine santé. Et ça ici, le fait que les collègues de travail reflètent à Marilyn une image très positive, fait en sorte qu'elle se sent se déstabiliser parce qu'elle, à l'intérieur, elle se sent différente. Au cours de la dernière année, Marilyn a commencé à mieux communiquer ses besoins à son entourage. Elle a dit à ses proches que le cancer, elle l'a verbalisé, l'a changé. Puis elle a tout de même décidé de faire du ménage dans ses relations, puis de garder vraiment des amitiés qui étaient plus signifiantes pour elle. Puis même si elle a réussi à communiquer ses besoins à ses proches, ça a été difficile pour elle parce qu'elle sentait qu'elle devait faire tout pour respecter ce qu'elle était maintenant. Le temps avance, je ne pourrais pas vous présenter. Ce qu'on apprend de ces histoires, c'est que l'expérience, entre autres des effets secondaires qui sont récurrents, semble agir comme des déclencheurs d'apprentissage pour la sphère psychosociale. Le fait d'avoir quand même des signes de la maladie qui sont encore présents chez soi fait en sorte que notre rapport avec les autres peut changer, puis même dans notre vie quotidienne. La vie après un cancer est complexe et demande un apprentissage expérientiel qui est implicite pour trouver un mode de vie satisfaisant. Puis, ce sont des apprentissages qui sont difficiles, puis ça demande du temps. Alors, soyez bienveillants avec vous, indulgents, communiquez avec vos proches et en souhaitant que dans les prochaines années, on puisse développer des activités éducatives pour pouvoir vous accompagner dans cet apprentissage. Alors, merci à tous. Allô? Oui. Merci pour la présentation, c'était très clair. Devinez quelle question je vais vous poser? C'était quoi ma question? Oui, c'est ça. T'en souvenez-vous? Le conseil, hein? Oui, alors conseillez-vous d'établir, non, c'était pas ça, attendez, une certaine routine, le temps de développer des stratégies d'adaptation? Oui, puis c'est une excellente question. C'est pendant les traitements, la routine, c'est d'aller souvent à l'hôpital, au centre de radiothérapie, au centre de chimiothérapie. Vous avez de manière régulière des prises de sang, des examens. La vie tourne autour de l'hôpital, puis on est comme en pilote automatique. Quand on revient par la suite, quand tout arrête, puis souvent pour les femmes avec touchées par un cancer du sein, c'est le fait de terminer souvent la radiothérapie. Mais là, on ne va plus à l'hôpital à tous les jours. Les gens ne se mobilisent plus pour aller vous donner peut-être des lifts pour aller à l'hôpital. Le téléphone sonne moins pour prendre de vos nouvelles parce que là, le traitement est terminé. Puis c'est souvent un moment où, graduellement, on reprend des activités à la maison. On va faire le lavage, on va réfléchir à l'épicerie pour la semaine. Puis c'est à ce moment-là que des fois, on va ressentir les effets secondaires, puis on va voir peut-être un décalage avec qu'est-ce qu'on était avant, où on pouvait, là, dans la même journée, faire une sauce à spaghetti, de la soupe, des menus pour la semaine, puis là, on a de la difficulté à se faire des toasts pour le matin. Alors, il faut vraiment y aller par étapes, d'y aller avec une petite routine, de ne pas penser nécessairement à refaire toutes les mêmes choses que vous faites dans une journée avant la maladie. Puis aussi, qu'est-ce qui est aidant, c'est de vous mettre vraiment une routine où vous mettez peut-être un réveil pour vous réveiller le matin, de prévoir dans la journée quand faire votre sieste, de planifier vos sorties dans la semaine, quand vous allez faire votre épicerie, puis je vais dire, planifier aussi les temps de repos. Super, merci. C'était très clair et c'était Iris qui posait la question, donc merci Iris. Madame Lambert, Caroline demande quelle est la réponse de l'équipe soignante. Est-ce que ça s'intègre bien dans leur pratique? Oui. Une très bonne question, merci. Ça prend du temps. Donc, ça semble simple comme outil. C'est un outil qui est puissant, mais ça demande quand même de considérer quand est-ce qu'on donne le questionnaire, c'est quoi la plateforme qui est disponible, qui répond, est-ce que c'est le médecin, radio-oncologue, l'infirmière pivot. Donc, ça requiert beaucoup de planification. Mais en général, les équipes soignantes vraiment reconnaissent la plus-value de faire ce genre de détection des symptômes. Donc, je dirais que oui, les équipes en général sont très réceptives, mais ça prend de la planification puis ça peut prendre du temps avant que ça devienne une réalité. Mais on y travaille. Très bien, merci beaucoup. Merci pour... c'est votre tour, Paquito.
Monsieur Bernard, je veux dire. Est-ce qu'il existe un programme d'activité physique supervisé pour les patientes atteintes d'un cancer métastatique? Si on parle dans la recherche, dans les données de recherche, oui, il y a des études qui s'intéressent aux personnes aux prises avec un cancer métastatique. Si on regarde du côté des soins cliniques, en général, on accuse, à mon sens, un certain retard dans la prise en charge des personnes des femmes avec un cancer du sein, métastatique ou non. C'est-à-dire, concrètement, il y a très, très, très peu de kinésiologues dans les centres de traitement du cancer au Québec. Et si on compare ce qu'on peut trouver comme nombre de kinésiologues dans les pays européens, par exemple, c'est incomparable. On a vraiment, vraiment besoin, aussi bien dans les équipes de réadaptation, mais aussi pour les équipes dans les équipes de traitement. Vous avez des centres, notamment en Belgique ou en France, par exemple, où quand les femmes viennent faire leur séance de radiothérapie, on leur propose une séance d'activité physique supervisée avec un kinésiologue en même temps. Comme ça, elles ne font pas le déplacement pour rien, par exemple. D'accord. OK, ouais, c'est intelligent. Il y a une question qui me fait sourire, c'est celle de Nicole qui demande, est-ce que l'activité physique du quotidien, c'est une bonne question, oui. Est-ce que ça suffit pour ressentir des bénéfices? Et par là, on veut dire monter, descendre les escaliers, faire le ménage, ce genre de choses-là. Écoutez, je suis très heureux de cette question-là. On pense toujours à l'activité physique où il faut être habillé, soulever en lycra, soulever des haltères, etc. Ouais. Nous, ce qu'on a montré dans notre méta-analyse, c'est peu importe, il faut qu'il y ait de l'activité physique, peu importe la dose, et principalement pour avoir des bénéfices pour la santé mentale, ce sont des petites doses. Donc, la personne qui pose la question, si elle fait son jardin, si elle promène son chien, si elle monte des escaliers ou si elle fait son ménage de manière un petit peu intense, eh ben, c'est de l'activité physique et ça va être associé à des bénéfices. D'accord. Intense, ça veut dire sans nécessairement monter le cardio, on y va. Il faut être capable de continuer à parler pendant qu'on fait de l'activité physique. Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça pour le jogging. Voilà. Mais moi, c'est incompatible. Si je fais du jogging, je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de choses à À partir du moment où vous pouvez continuer de parler, c'est que vous êtes sur des intensités faibles à modérées et c'est associé à des bénéfices. D'accord. Madame Lambert, pourra-t-on bientôt proposer à son équipe de soins d'utiliser E-Impact? C'est Élise qui pose la question. Oui, absolument. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer un courriel. Il n'y a aucun problème. Et nous pouvons faciliter la communication avec ce centre. Mais vous pouvez toujours en parler à vos équipes. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent nous contacter puis on se fera un plaisir de travailler avec eux. D'accord. Et Élise demande cette fois-ci, est-ce qu'on peut consulter ces ressources d'autogestion en dehors de l'application? Oui, absolument. Donc, ils sont sur notre site Internet, e-impact, comme sur ma présentation.com. Et les ressources ont été développées avec tous les centres qui participent en ce moment. Donc, l'information est vraiment à l'afflux des dernières pratiques cliniques. D'accord. Madame Bilodeau, si vous avez des questions pour Mme Bilodeau, ne vous gênez pas. Alors, prenez-le pas personnel, mais j'ai plus de questions pour Paquito. Ils sont plus intéressés par l'exercice. Est-ce qu'il y a un lien avec la production d'endorphines? Demande la même Alice, je présume. Alors, il y a beaucoup, ce qu'on appelle un petit peu, quand je parle de ça dans mes cours, j'appelle ça un peu des légendes urbaines. Il y a beaucoup d'études qui s'intéressent aux effets de l'activité physique sur la santé mentale, mais les mécanismes sont peu connus. Et quand ils sont étudiés, ils sont souvent étudiés chez les sportifs. Or, il n'y a rien qui nous dit que les mécanismes qu'on va trouver chez les sportifs sont exactement les mêmes mécanismes qu'on va trouver dans un contexte de cancer. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une proportion qui peut être relativement importante, de l'ordre de 20% des femmes prises en charge qui vont avoir un anxiolytique ou un antidépresseur, donc qui va encore plus modifier certaines voies neurobiologiques. Donc, aujourd'hui, la seule réponse que je peux faire, c'est qu'on ne connaît pas les mécanismes des effets de l'activité physique sur la santé mentale dans un contexte de cancer du sein. D'accord. Et une question que je trouve intéressante parce qu'effectivement, les traitements, souvent, et la maladie elle-même, amènent beaucoup de fatigue. Donc, Hélène demande si vous avez des conseils pour surmonter la fatigue et réussir à bouger plus. Oui. Déjà, tout ce que vous pouvez faire, c'est de la faible intensité, une activité physique où vous allez prendre du plaisir. Ça peut commencer tout simplement par faire des étirements devant son émission de télé préférée. Ça, c'est vraiment important, hein, c'est-à-dire une toute petite dose d'activité physique. Ensuite, ce qui est important de retenir, c'est que c'est paradoxal, mais plus vous allez faire d'activité physique quand vous êtes fatigué, plus ça va diminuer votre niveau de fatigue. Donc, il faut se mettre ça en tête parce que forcément, quand on vit des symptômes très marqués de
de fatigue, on a tendance à rester sédentaire, à rester assis ou allongé de manière prolongée. Et puis, on peut commencer aussi par rompre ces longs moments de sédentarité. Donc, si par exemple, vous avez l'habitude de lire ou de regarder votre programme de télévision préféré, mettez-vous par exemple un timer dans votre téléphone qui fait qu'aux 10 minutes, aux 20 minutes, aux 15 minutes, peu importe, en fonction de votre énergie, vous prenez, ça sonne, et puis vous faites le tour de la maison ou vous mettez votre programme sur pause et puis vous allez promener le chien du voisin ou le vôtre. Il n'y a pas d'activité physique qui n'est pas associée à des bénéfices, même des toutes petites doses. Il faut commencer par fractionner les temps longs de sédentarité. C'est vraiment le conseil le plus pratique que je peux donner. Donc, il faut avoir la foi, en quelque part, que si on fait cet effort-là, ça va diminuer en intensité, ça va être moins pire après, c'est ça? Oui, il faut avoir la foi envers les données probantes. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vous donne, ce n'est pas mon avis à moi, c'est l'analyse de la littérature scientifique. D'accord, merci beaucoup. Madame Bilodeau, il suffit de demander, ça arrive. Quels outils existent pour aider les aidants à s'adapter à cette nouvelle réalité de cancer de leurs proches? Oh, c'est une bonne question, les aidants. C'est Carole qui l'a. Oui, tout à fait. Pour le moment, c'est vraiment une bonne question. À ma connaissance, j'en connais pas, mais je sais que le ministère de la Santé travaille en ce moment pour des ressources sur la survie au cancer. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une section pour les aidants. C'est en voie de travail. Puis, peut-être surveiller les médias sociaux. Mon équipe, on a travaillé des vidéos pour sensibiliser les proches à la réalité de l'après-cancer. Alors, si vous êtes touché puis vous voulez informer les gens autour de vous, bientôt avoir des vidéos disponibles pour un peu avoir un portrait de c'est quoi les défis d'après la maladie. Mais souvent, les ressources qu'on utilise pour les personnes touchées sont aussi adéquates pour les aidants. Et si mon souvenir est bon, je pense au CHUM aussi, ils ont comme un dépliant pour les proches aidants sur comment poser des questions ou accompagner une personne qui était touchée par le cancer. D'accord. Je vois ici une question pour M. Bernard, mais je me demande si ce n'est pas pour Mme Lambert à la place. Enfin, vous pouvez répondre tous les deux. Peut-on encore s'inscrire à l'application? C'est Anne qui demande. Si c'est pour moi, oui. Vous pouvez juste nous envoyer un courriel. C'est sûr que le centre doit participer. Donc, c'est vraiment ça un peu le bémol. Personne individuelle en ce moment ne peut pas participer. Il faut que le centre soit participant. Mais vous pouvez toujours nous envoyer un courriel, puis on voit avec vous si votre centre est participant. Et s'il ne l'est pas, on peut entamer les discussions. D'accord. Je le disais tout à l'heure dans le panel précédent, vous pouvez aussi vous poser des questions mutuellement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intrigué, surpris ou sur lesquelles vous avez des interrogations dans les présentations des autres? Ah, je vous mets sur la sellette, hein? Je vous brûle le pourpoint. Ou bien si vous saviez déjà tout ça. Par exemple, j'imagine sur la condition physique, sur l'exercice, tout ça, vous êtes tous très au courant de ça, n'est-ce pas? Et vous l'appliquez à vous-même? Les données probantes sont très claires par rapport à l'activité physique. Donc, c'était vraiment une très belle présentation. Puis, c'est toujours c'est le fun de voir que les évidences sont en train d'être traduites dans des applications là, très concrètes. Là, donc, c'est un beau travail. Merci. Mais comment... Avec votre expérience, on arrive à, j'aime pas le mot, convaincre quelqu'un de faire l'activité physique, parce que même quand on a des proches qui ne sont pas nécessairement touchés par la maladie, qui sont inactifs, c'est dur de convaincre quelqu'un, même si on l'explique de faire des petits efforts à la fois, de fractionner, c'est très difficile de motiver les gens. Est-ce que votre équipe a développé comme une façon d'amener ça qui est un peu différente pour des gens se sentent interpellés par le message de l'activité physique? Oui, nous, globalement, le travail, tout le contenu, c'est-à-dire les messages textes, je ne l'ai pas dit aussi, mais les kinésiologues que j'ai formés pour l'intervention, ils sont formés sur ce qu'on appelle les techniques de changement de comportement les plus fréquemment utilisées et les plus efficaces pour les femmes avec un traitement de cancer du sein. Et puis, bien sûr, on travaille aussi pour qu'il y ait une bonne alliance de travail. Je ne vous apprends rien, c'est-à-dire c'est pas délivré de manière brute comme ça. Et puis, donc, on a rassemblé tout ce qu'on peut depuis les données probantes pour qu'il y ait en même temps du motivationnel en face à face pendant qu'ils s'entraînent, que ça soit adapté en fonction de la durée et de l'intensité. Ça, c'est très important parce que souvent, dans un contexte médical, les gens pensent qu'ils doivent s'entraîner à haute intensité, qu'ils doivent faire des gros volumes d'activité physique. Et puis, le fait aussi d'être encadré, ça les met dans un contexte sécuritaire.
Et puis la dernière solution aussi, c'est de leur donner le choix. C'est-à-dire à partir du moment où ils vont pouvoir faire une 3e séance avec le kinésiologue ou pas, ou aller promener le chien du voisin, nous on s'en moque en fait. On veut qu'ils bougent à leur manière. On parle beaucoup des patients ou des personnes qui vivent avec le cancer, mais ça peut aussi être leur entourage. Moi, je connais des gens aussi qui sont atteints du cancer, puis on veut faire quelque chose parce que justement, ils sont fatigués, parce qu'ils ont de la difficulté à se convaincre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, j'imagine qu'il y a des façons de présenter les choses plutôt que de leur acheter une bicyclette stationnaire, disons, puis en disant « Tiens, tu vas pouvoir en faire ». Nous, une des solutions qu'on a basées sur l'analyse des études qualitatives, c'est de pouvoir identifier quelqu'un avec qui s'entraîner. Ça a été dit par mes collègues, avec beaucoup de trouver un proche aidant, trouver sa meilleure amie ou son mari pour s'entraîner. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu. Ça n'a jamais été fait dans la littérature. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a créé un groupe sur un réseau social, un groupe privé pour les participantes, où elles vont pouvoir échanger entre elles pour pouvoir aussi, par exemple, programmer des séances de marche en autonomie entre elles. Puis on sait que dans un contexte de maladie chronique, il y a plus d'adhésion à l'activité physique quand on s'entraîne entre nous, parce qu'il y a moins peur du jugement, ou si vous allez, par exemple, après en étant marqué du traitement du cancer, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à aller dans un gym classique avec plein de monsieur tout musclés. Qui ne portent pas leur masque, et puis alors si on est peut-être immunosupprimé. C'est ça. Donc ça va être compliqué. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, c'est de pouvoir trouver une personne, un soutien social. Et puis un autre exemple qu'on recommande à nos participantes, si dans leur environnement physique proche, il n'y a personne, systématiquement, à chaque fois qu'elles passent un coup de téléphone à un proche, elles peuvent le faire avec un kit main libre en marchant. Il n'y a pas de problème. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est du soutien social à l'activité physique. D'accord. Oui, allez-y. Nous, il y a certaines de nos études qui ont démontré d'ailleurs que les proches aidants avaient plus d'anxiété, plus de dépression que le patient lui-même ou la patiente. Oui. Ah oui. Donc, on avait une grande étude avec 550 proches aidants. On les a suivis pendant 5 ans. Donc, le fait qu'ils peuvent inviter leurs proches aidants, je trouve ça vraiment fabuleux. Là, donc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là, de programmes d'activité physique où ils peuvent être les deux. Donc, surtout que c'est ça aussi que vous regardez, l'un des... Mais ça me rappelle, je ne me souviens pas du nom du chercheur, mais il y a quelqu'un à l'Université de Montréal qui travaille justement sur les proches aidants, puis particulièrement chez les plus âgés, en disant que c'est une façon d'éviter la catastrophe de s'occuper des proches aidants parce que, surtout à un certain âge, si on arrive à 75 ou 80 ans, bien, la personne se retrouve avec une charge bien supérieure, le conjoint dans ce cas-là, peut-être, bien supérieure à ce qu'il avait auparavant. Puis, des fois, il dit, ce qu'il me disait, ce chercheur-là, c'est que les deux personnes vont se retrouver à l'hôpital, soudainement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner là-dedans? Est-ce que... Bien, évidemment, ce que vous faites est un pas dans la bonne direction. L'application est superbe. Donc, c'est vraiment la bonne information au bon moment. C'est ça qu'on s'est rendu compte pour les proches aidants. C'est vraiment l'autogestion, un peu comme Karine disait aussi, par rapport à avoir si j'ai une fatigue, si j'ai de l'anxiété, si je me sens dépressif ou si je me sens isolée ou débordée par ma famille qui me demande plein d'informations. Donc, c'est vraiment de l'information très concrète à savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, il y a des outils qu'on a développés, par exemple, puis qu'on dit aux proches aidants, c'est correct de dire non. Puis c'est surprenant le nombre de proches aidants qui me disent « Ah, juste le fait que tu m'as dit que j'avais le droit de dire non. » Tu sais, c'est correct de dire non. Mais on sent une responsabilité quand même. On sent une responsabilité. Proche de nous, là. Mais le fait qu'on a dit, qu'on a presque donné la permission, puis qu'on travaille, parce qu'il faut que tu travailles sur être capable, après ça, d'utiliser ces stratégies-là. Il y a l'appui. Qui est un organisme vraiment qui a beaucoup de ressources pour les proches aidants. Puis au Québec, on est vraiment un leader, parce qu'il y a une loi qui a passé avec la ministre Blais concernant les proches aidants. Donc, on est vraiment une province qui a un leadership quand ça vient aux proches aidants. Vous voulez ajouter quelque chose? Non? Parce que je l'ai vu opiner du bonnet avec énergie. Oui, mais peut-être... je dirais avec une réflexion pour l'entourage plus large, parce que le cancer touche des gens de plein de sphères d'âge. Puis quand on est plus jeune, s'il y a des gens de l'entourage plus jeune qui écoutent, c'est vraiment de continuer à inviter les gens, continuer à poser des questions sur la maladie. C'est quand les prochains traitements de votre ami, de l'inviter à des activités, même si elle dit non souvent, de continuer de l'inviter, puis peut-être adapter aussi les activités que vous proposez. Parce que la maladie, même si elle est terminée après, il faut que la personne réintègre une vie sociale active. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se sente impliquée, il faut qu'elle sente que l'entourage est là. Puis à ce moment-là, même si vous savez que des fois, vous avez l'impression que c'est la chimiothérapie la pire période,
Mais après aussi, ça fait que là aussi, il faut continuer à garder des bonnes habitudes. Vous saviez, l'habitude d'apporter des repas à la personne. Vraiment poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis d'y aller de manière plus directe. Qu'est-ce que je peux cuisiner pour toi? Ou que tu aimerais aller, qui te ferait du bien? D'aller très directement parce que souvent, la personne ne sait pas ce qu'elle veut pour se récupérer. Alors, de vraiment cibler une activité. Quelle activité tu aimerais faire avec moi? Quel est le meilleur moment? Qu'est-ce que je peux cuisiner pour toi? Puis de conserver cette habitude-là peut-être une année quand les traitements terminent. Puis à un moment donné, la personne, elle va vous le dire elle-même, arrête, là, c'est correct, ou je te remercie, ça a changé la qualité de mon rétablissement après. Alors aussi, c'est des choses qu'on peut faire autant pour une clientèle qui est plus jeune, vous savez, des gens dans la trentaine, quarantaine, qui sont touchés par la maladie, ou les gens un peu plus âgés. Très bien. On va terminer avec, il y a une question qui vient d'entrer d'Anne. Anne demande, de façon générale, comment diminuer, et c'est adressé au panel au complet, comment diminuer la charge mentale des personnes touchées par le cancer? Débrouillez-vous avec ça. Je pense qu'il faut déléguer. Puis, oui, déléguer. Oui, mais là, je parlais de l'entourage, de nommer expressément comment ils peuvent aider. Mais aussi, je pense qu'un apprentissage pour la personne touchée, tu sais, tout le monde est très indépendant, fait ses choses. C'est d'apprendre à demander de l'aide. Puis c'est dur de piler sur son orgueil. Ouais. Et d'offrir des petites tâches à chacun. Puis des fois, vous savez qu'il y a des gens qui vont être excellents pour peut-être vous faire du covoiturage avec vous. Une autre personne va être excellente pour vous cuisiner quelque chose. Déléguer, faites un calendrier pour ceux qui ont des familles. J'ai une patiente qui m'a déjà partagé ça. Elle faisait un calendrier, puis là, elle mettait les tâches de chaque personne dans la maison pour pouvoir l'aider. Elle avait même construit une fleur familiale où chaque pétale représentait une tâche de l'enfant pour l'aider. Wow. Alors, mettez à profit, puis nommez-le que vous n'avez trop. Puis, à la limite, faites un post-it pour chaque activité, vous voulez de l'aide. Puis comme ça, les gens peuvent les choisir et vous accompagner. Puis les gens sont heureux d'aider. Oui, parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance-là chez la personne atteinte, mais aussi oui. dans l'entourage, fait que ça fait quelque chose de concret que ces gens-là peuvent faire. Oui, ça les soulage également. Peut-être je renchérirais avec juste dire de prioriser aussi. Souvent, les patients nous disent de prioriser. Tu disais de faire une liste, de prioriser. Puis aussi d'avoir des buts qui vont peut-être un peu rechercher aussi l'activité. Donc, de dire, bien, cette semaine, si je le fais 2 fois m'étirer devant mon téléviseur, ben moi, je vais être contente avec ça. Puis il y a beaucoup de valorisation qui vient avec peut-être des petits buts au début. Puis ensuite, on les développe davantage. Parfait. Puis lui proposer d'aller prendre une marche avec le chien du voisin. Le chien du voisin. Bon, voilà. Super. Bien, merci beaucoup à vous trois. Vraiment, c'était très instructif. Et puis, c'était une agréable discussion tout de suite après. Nous, on va prendre une courte pause pendant laquelle je vous invite à visiter la page web de la Fondation. Vous allez trouver un lien vers l'application Ma Santé Active. Elle est gratuite. Elle vous propose des exercices qui sont adaptés à votre niveau d'énergie et à vos limites physiques. Alors, donc, c'est tout à fait dans le sens de ce qu'on disait il y a un instant. En plus, ça va vous permettre, d'avoir une vue globale sur votre prise de médication, sur vos traitements, sur vos suivis médicaux. Et on y retrouve aussi Mon Yoga. Alors, ce sont des cours de yoga oncologique, ça existe, qui sont offerts par des professeurs spécialement formés. Alors, je vous laisse aller regarder ça. On se retrouve dans environ 5 minutes.